dans l'architecture de nos choix, les moments où les façons de faire qui nous permettent de bouger. Et ça, c'est sûr que l'accompagnement personnalisé, pour moi, il est clé. Et tout argent qu'on met dans toutes les mesures qu'on peut faire, un peu d'arrosage, il faudrait toujours beaucoup mieux pouvoir cibler, parce qu'on a évidemment des résultats beaucoup plus forts. Ça, c'est clair. Très bien. Mesdames, messieurs, merci beaucoup pour vos interventions respectives. On peut les applaudir. Il est 21h, je vais voir, le timing a été tenu, hein, en tout cas. Hein. Voilà, j'espère que c'était intéressant. En tout cas, les 45 minutes ont été tenues, ça faisait partie des enjeux. J'en profite aussi pour remercier les partenaires de ce congrès. Je ne vais peut-être pas tous les citer, mais vous les voyez apparaître à l'écran. On les remercie naturellement. La Banque Populaire du Sud en fait partie, d'ailleurs. Place aux questions de la salle. Il y a des micros qui vont passer. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, je précise bien, hein, des questions. Une question courte. Hein. Vous vous présentez, vous posez une question courte. Bonsoir. Bonsoir. Merci du coup pour vos discours. J'aurais une question pour M. Baggio. Par rapport à votre implication autour du coup de la Banque Populaire et du coup de l'activité physique qui a été mise en place, l'essentiel du coup des activités physiques que vous mettez en place finalement sont en dehors des heures de travail, entre midi et 2, avec le système d'application-ci. Est-ce que, avec la motivation que vous avez, est-ce que c'est encore trop touchy ou vous seriez en capacité de se dire est-ce que l'activité physique peut être implémentée sur le temps de travail avec des bureaux actifs pour les collaborateurs? Après, il y a la problématique de s'ils reçoivent des clients, etc. Mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui, dans votre réflexion en tant que directeur de région, c'est de se dire non, mais ça doit rester à côté du travail, finalement, sur ce temps de travail, c'est envisageable? Merci. La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, c'est ce que je disais, on a commencé à gagner 30 minutes. Alors, 30 minutes, c'est pas grand-chose, mais à mon avis, on a mis un pied là-dedans. Et moi, mon intention, c'est d'aller beaucoup plus loin. Alors après, il faut l'organiser. Hein. On a aussi un service client à remplir. Mais en tout cas, si on veut aller au bout de nos convictions, effectivement, il faut aller dans ce sens-là. C'est d'autant plus important qu'on a une moyenne d'âge de 35 ans. On a des jeunes mamans et des jeunes papas qui n'ont pas forcément l'occasion de faire du sport dans leur deuxième vie de par leurs préoccupations. Donc si on peut leur permettre, sur une demi-journée, allez, disons, si on arrivait à consacrer une demi-journée sur la semaine de travail à faire du sport, pour moi, on serait allé vraiment au bout de nos convictions. Et c'est mon intention. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question là-bas, au fond? S'il y a une question après, on peut déjà anticiper la troisième question. N'hésitez pas à lever la main. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question pour Madame Fermery. J'ai un projet de start-up un petit peu dans votre domaine d'activité, je suis précis, mais pas concurrent du vôtre directement. Est-ce que vous pouvez un peu dimensionner votre activité en termes de nombre de personnes qui sont connectées, la taille de votre activité, et puis son évolution depuis qu'elle est faite? Merci. Aujourd'hui, on accompagne environ 35 000 personnes qui sont plutôt aujourd'hui les adhérents des mutuelles qui sont clients de notre solution. Sur la partie patients, c'est des plus petites cohortes, puisqu'on travaille avec un établissement de soins, donc ils n'ont pas non plus des files actives importantes. Donc on est plutôt sur des cohortes de 50 à 100 patients qu'on accompagne sur une année dès lors qu'ils quittent l'établissement de soins. Donc ça, c'est à peu près les volumes que nous avons aujourd'hui. L'ambition, c'est de les doubler sur les 2 ans à venir, parce que du coup, comme on est sur du digital, il y a des axes de mutualisation de coûts, notamment sur notre plateforme numérique. Après, le temps infirmier, le temps de l'enseignant à part restera
enfin, on ne peut pas faire d'économie d'échelle là-dessus, mais sur la partie numérique, oui. C'est un exemple tout simple, hein, qu'on fasse un webinaire pour 200 personnes ou 1000, ça coûte le même prix. Là où on voudrait beaucoup se développer, c'est sur le sanitaire, donc avec les établissements de soins. Il n'y a pas de modèle économique encore, mais il y a des financements qu'on peut aller chercher. Et là, l'enjeu, ce serait de pouvoir constituer une cohorte à minima de 500 patients et de pouvoir l'accompagner sur 5 ans, parce qu'on sait qu'on est efficace, on l'a prouvé, on a publié nos résultats, qu'on a un impact fort sur les déterminants de la santé à l'échelle de 6 mois ou d'1 an d'accompagnement. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est à 5 ans, est-ce que ces changements de comportement qu'on a initiés perdurent dans la durée? Auquel cas, on aurait tout gagné, mais ça, il reste à le vérifier. Donc, il me faudrait une cohorte d'environ 500 patients en multicentrique, hein, ça peut être plusieurs centres. Aujourd'hui, on est une toute petite équipe chez Vivotune Solutions, on est une quinzaine, dont une partie est plutôt sur la partie techno. L'idée aussi, c'est de pouvoir, par exemple, s'appuyer avec les stats, avec les personnes qui initient un doctorat pour pouvoir mener aussi ces recherches-là, parce que la recherche, c'est du temps, et on n'a pas la capacité nous-mêmes de faire autant d'analyses et de développer autant d'actions de recherche qu'on aimerait. Une autre question ici, monsieur. Oui, bonsoir, François Bochard, à Krebs Montpellier. Alors on a parlé urbanisme, aménagement, temps, travail, thérapie. En revanche, on n'a pas abordé l'éducation. Notre société nous désapprend à bouger. Pourtant, aujourd'hui, on continue à trouver des solutions de mobilité, soi-disant douces, mais très peu intéressantes en termes de santé. La trottinette électrique, c'est une catastrophe. Les adolescents qu'on a en sport, même, se déplacent tous en ville en trottinette et désapprennent à marcher. C'est une catastrophe. Pourtant, ce sont des sportifs. Alors, je ne dis pas ceux qui ne sont pas sportifs. Donc, je pense que dans les mobilités qu'on est en train d'organiser, il faut qu'on se méfie énormément de nos meilleurs amis, que sont ces outils connectés qui vont nous faire tourner la catastrophe. C'est-à-dire que les enfants sont en train de désapprendre tout mouvement. Et en fait, on va trouver en face des startups qui feront de la thérapie sportive. Mais ça, je pense que c'est pas le bon truc. Il faut qu'on réapprenne à marcher, tout simplement. Voilà, alors je ne sais pas à qui je m'adresse, à tout le monde, mais je pense que c'est aussi un problème d'éducation qui n'a pas été abordé. C'est vraiment ça le sujet. Enfin, nous, notre activité, c'est d'expliquer comment on peut redevenir actif et acteur de ces mobilités. On peut être une start-up du numérique, mais pour autant pousser à marcher et à courir avec ses 2 jambes et pas des petits trous sous les baskets. Je me permets de corriger quand même le propos. Mais c'est ça, effectivement, il y a un apprentissage pour certains, un réapprentissage pour d'autres, et c'est expliquer les mobilités actives. Aujourd'hui, c'est un terme qui peut être un peu scientifique ou un peu technique. Le citoyen lambda ne connaît pas ces terminologies-là, c'est pas bien ce que ça embarque. Et c'est aussi donner de la motivation à marcher, parce que votre recours, elle est juste, il n'y a pas de sujet là-dessus. Marcher, il faut le faire, mais marcher, ça peut être très très chiant en fait. Excusez-moi le terme, mais c'est quand même ce qui nous retourne, et c'est ce que vous disiez très bien, c'est quelles sont les motivations qu'on peut donner pour aller marcher 5 minutes, 10 minutes de plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, marcher, c'est très bien, mais quand on vient de faire un infarctus ou quand on a un accident vasculaire cérébral avec une hémiplégie, marcher, ça fait peur. Parce qu'on a peur de tomber, on a peur de refaire un événement cardiaque. Donc il faut aussi expliquer, proposer des objectifs. Marcher, ok, mais si vous faites 10 minutes, doucement, c'est déjà bien. Puis le mois prochain, on va vous donner un objectif différent et le mois d'après, un autre objectif. Donc, en tout cas, nous, personnellement, ce qu'on fait, c'est ça, et c'est ce que disait Madame Lavédinier, c'est vraiment le ciblage de la personne, c'est quel objectif je lui fixe et comment je l'accompagne, même si je ne suis pas à côté de lui, à marcher mieux, parce que je suis une ancienne biomécanicienne, donc il y a marche et marche, et à marcher plus, mais progressivement, en fait. Cet accompagnement-là, en tout cas, que nous, on fait. Mais je vous rejoins, et encore une fois, je pense que c'est pas le sujet de Paris, mais des accidents à Paris tous les jours avec les trottinettes électriques, il y en a. Je pense qu'on se portait mieux si on avait eu moins. Petit propos pour notre maire.
Je voudrais complémenter juste avec un apport, c'est que dans l'absolu, les enfants savent marcher et adorent marcher, hein, au départ, hein, j'entends. On a aujourd'hui en effet un phénomène qu'on n'avait pas précédemment, qui est qu'on entend de plus en plus d'enfants à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans dire « Ah non, mais je préfère la voiture, il faut qu'on prenne la voiture, pourquoi on ne prend pas la voiture ?» Ça, c'est des phrases qu'on n'entendait pas précédemment. C'est vraiment la décennie aujourd'hui des enfants qui sont vraiment motorisés, et dès leur plus tendre âge, hein, j'entends, et pour le coup avec les conséquences qui sont effectivement de perdre un peu cette envie par défaut. Mais je signale quand même que la raison principale pour laquelle on ne laisse pas les enfants marcher, c'est cette question d'autonomie des enfants, c'est quand même parce que dans les faits, si on laissait aujourd'hui les enfants marcher, ils seraient morts en 3 minutes. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème avec la vitesse qu'on observe dans nos villes, et c'est objectivement réel que si vous lâchez la main de votre enfant et vous le laissez partir tranquillement et que vous ne lui dites pas d'un air horrifié « Arrête-toi, il y a la voiture !» eh bien, votre enfant il sera mort. Et il sera réellement mort parce que l'impact, de toute façon à 80 km, vous le savez, l'impact il est 100% mort. J'entends que quel que soit votre âge, vous serez mort. À 50 km/h, il y en a certains qui s'en sortent, les vieux sont morts, les enfants sont morts 100%. À 30, les quelques vieux s'en sortent, quelques enfants s'en sortent si vous êtes trop petit, si vous avez moins que la hauteur de la voiture, donc ça c'est pour le coup 100 cm, vous êtes largement mort. Et généralement, les seuls enfants qui s'en sortent, je parle des enfants, hein, c'est quand la voiture va à 10, maximum 20. Donc la première chose à faire, pour répondre à votre question, et même je dirais la seule chose à faire, et qui d'ailleurs ne coûte pas un centime, c'est de changer le régime de vitesse. Vous mettez toute la ville à 20, faites comme à Buenos Aires, vous mettez le centre-ville à 10, vous faites en sorte que la vitesse de la voiture soit civilisée. Je ne parle pas d'interdire la voiture, je parle simplement de civiliser sa vitesse. Et là, on peut lâcher la main à nos enfants, et là, on peut avoir des villes comme Pontevedra, par exemple, 80 000 habitants, qui a un taux de 80% d'enfants qui vont à pied à l'école tout seuls, à 5 ans, tranquillement. Monsieur Sazid, c'est ça, puisque ça fait partie justement de vos objectifs. Oui, il faut dire que la métropole de Montpellier vient de passer à 30 km/h dans toute... En tout cas, la ville de Montpellier vient de passer à 30 km/h. Juvignac, on la passe progressivement aussi depuis quelques années. L'idée étant qu'effectivement, on sécurise à la fois les enfants sur le trajet des écoles, parce qu'il y a des accidents effectivement, mais aussi les personnes qui sont fragiles, que ce soit par l'âge ou que ce soit par le handicap, par exemple. Donc on veut rendre la ville accessible à tous, pour tous les usages, en plaçant le piéton au centre des attentions, et donc de réduire, d'apaiser la ville. C'est exactement l'objet des 31 maires que nous formons, parce qu'on a tous des écoles. Donc sécuriser les abords des écoles, tant pour la ville de Montpellier que pour les autres communes, c'est important pour nous. Et puis il y a des initiatives aussi intéressantes, publiques comme privées ou associatives, de pédibus ou vélobus, qui permettent, parce que c'est ludique, de se dire tiens, on va partir en vélo avec certains parents qui accompagnent les enfants sur le trajet de l'école. Et ça se développe sur la métropole de Montpellier, c'est intéressant, parce que ça permet à l'enfant de dire au contraire, non, j'ai envie d'y aller à pied ou en vélo, c'est plus rigolo d'y aller en voiture. Donc ça, on espère là-dessus, et ça démarre vraiment depuis 1 an, 2 ans. Très bien. Merci, monsieur le maire. Une toute dernière question, courte, s'il vous plaît. Ouais, très très courte. Je rejoins les 2 dernières interventions. Il faut redonner le pouvoir aux piétons, aux cyclistes. D'ailleurs, vous avez parlé de la place de la Comédie. Rappelez-vous, dans les années 50, on voit des images ou des photos, ils roulaient très très peu vite, et il y avait des véhicules qui circulaient sur la place de la Comédie, en même temps des cyclistes et en même temps des piétons. Alors, j'en viens à ma question. Monsieur Jean-Luc Savy, je me présente, Olivier Coste, direction régionale jeunesse et sport, je dépends du ministère des Sports sur l'Occitanie. Je rejoins François Beauchard puisque j'habite professionnellement juste en face, et je suis un des rares Montpelliérains à faire de la trottinette non électrique. Je le précise parce que j'ai un collège à côté, pas loin de la direction régionale, et les gamins, et une école primaire aussi, ils ont tous des trottinettes électriques. En mai 2020, à la sortie du premier confinement, le grand axe, l'avenue Charles-Flao, route de Ganges, que vous connaissez bien, qui arrive à Montboulot et au Crêpes de Montpellier,
il y a la moitié des voies qui sont devenues, on va dire, des pistes, des bandes cyclables plutôt, même s'il y a des bus et des taxis qui passent parfois, que j'emprunte en trottinette électrique, non électrique, pardon. Est-ce que vous avez, donc ça fait à peu près un peu plus, pratiquement 1 an et demi, est-ce que vous avez des résultats aujourd'hui comptables, puisque je sais que quand on passe comme les voitures, il y a des calculs, est-ce qu'il y a eu une augmentation d'utilisation de ces axes bandes cyclables? Augmentation de la fréquentation par les trottinettes et par les vélos, c'est ça? Oui, oui, alors c'est vrai que quand vous passez, s'il y a une voiture qui passe, une ambulance ou le SAMU ou le bus, je ne sais pas si vous pouvez différencier les différents passages entre les 2 roues et les véhicules en fait, autorisés. Peu à peu, la métropole s'équipe aussi avec des boucles magnétiques qui se trouvent au sol, sur les bandes cyclables, sur les pistes cyclables d'une part, et d'autre part, vous avez remarqué aussi les totems qui permettent d'afficher le nombre de vélos qui passent à tel ou tel endroit, notamment sur la place Albert Ier, où on a dépassé, je ne sais plus combien, on est à 1,5 million, je crois, de vélos passés depuis l'année dernière. On voit que l'augmentation du trafic, et c'est en open data, vous pouvez, je pense, consulter les différents points de mesure sur la cartographie métropolitaine, et vous verrez que l'augmentation est corrélée aussi avec les achats des vélos électriques, puisqu'on est à 16 000 dossiers quand même de vélos électriques neufs ou d'occasion à 500 et 200 euros dont je parlais tout à l'heure, 16 000 depuis qu'on a mis en place la mesure il y a quelques mois, donc, sans compter les achats des vélos mécaniques qui ne font pas l'objet de primes. Donc moi je constate, en tout cas sur la ville de Juvignac, qu'on a énormément de cyclistes qui s'y mettent. Donc il faut encourager, comme on l'a dit, la sécurité et la continuité des pistes cyclables qui aujourd'hui sont vraiment à l'état temporaire pour beaucoup, hein, là, par où vous passez, vous l'avez cité tout à l'heure. Mais finalement, l'augmentation est très nette et je pense que la pandémie nous y a aidé, évidemment. Il y a le président de Vélocité ici dans la salle, j'invite aussi à s'exprimer sur ce sujet. Il doit le constater comme nous et on peut le mesurer. On mesurera quantitativement, on fera un bilan, c'est important. L'objectif de part modale du vélo, c'est de passer de 3% à 9%, je crois. L'objectif, sur la mandature. Voilà, on a sur Montpellier 2% de déplacement vélo-taf le matin, contre, je crois, Nantes et Strasbourg, on est à 11 ou 12%, ce qui est incroyable, alors qu'on a le soleil, nous, toute l'année. Donc il faut vraiment qu'on ait cet objectif d'arriver à 9-10% à l'horizon 2030. Et pour ça, donc, la stratégie des mobilités d'ici 2025 doit être vraiment volontaire et forte, et rapide surtout, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Merci. Une toute dernière question au milieu. Bon, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, Nicolas Lemoyne, je suis le président de Vélocité, qui œuvre pour la promotion du vélo comme moyen de déplacement. Donc déjà, un élément de réponse par rapport à la dernière remarque, c'est qu'en fait, la mise en place d'aménagements crée l'usage. L'avenue Charles Flahault, il y a 2 ans, c'était une 2 fois 2 voies urbaines. Pendant le Covid, il y a une voie de chaque côté qui a été allouée aux vélos, aux trottinettes et aux véhicules d'urgence. Et aujourd'hui, on est sur l'axe le plus fréquenté par les vélos à Montpellier. Donc ça montre le résultat de ce type de politique. Et maintenant, j'ai une question pour Madame Lavandino, parce qu'on a beaucoup parlé là ce soir qu'on fait des choses de proximité pour les gens, la marche à pied, les parcs. Alors qu'avant, on faisait des gros projets, des autoroutes, des ponts. Et comment on met en place ces politiques? Est-ce qu'on doit attendre que ces politiques elles arrivent d'en haut, ou est-ce que la population doit être impliquée dans la mise en place et la conception de ces politiques? Pour moi, clairement, on peut faire les deux. Je trouve que les villes qui avancent le plus vite sont celles qui sont capables, comme je le disais précédemment, de multiplier les actions. Moi, mon problème, il est clair, enfin c'est le problème qu'on a tous, c'est que quand vous dites que vous voulez augmenter jusqu'à 10% en une décennie, à la fois c'est extrêmement ambitieux, et à la fois on voit bien qu'on est complètement loin d'un vrai objectif qu'on devrait se donner, qui serait plutôt d'atteindre, que sais-je, 30% de part modale. Hein. Ou si on prend les villes qui sont les plus avancées sur la question de la part modale de la marche, on prend Bilbao par exemple, ils sont à 70% de part modale de la marche, ce qui est bien meilleur que la ville française qui est la meilleure, en l'occurrence qui est Paris avec 55% de part modale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on voulait vraiment inverser la hiérarchie des modes, et ça veut dire inverser la hiérarchie de la part modale. C'est pas simplement dire qu'on va mettre le piéton d'abord et le cycliste et les transports publics, il faut effectivement inverser les parts modales. Et donc pour le coup, on sait
on sait, pour répondre à votre question, que les villes qui sont les plus avancées sont des villes qui arrivent à multiplier réellement les initiatives. Et donc typiquement, si je prends le cas de Berne par exemple avec les zones de rencontre, ils vont avoir un budget annuel pour faire des zones de rencontre et ils vont le mettre au concours en fait ce budget. Les quartiers volontaires vont soumettre leur candidature et comme ça ils peuvent en faire, ils en ont déjà fait plus d'une centaine. Si vous prenez le cas de New York avec par exemple les Plaza, le programme Plaza, quand Bloomberg est rentré en mandature à New York, il a mis en place immédiatement des partenariats avec les business districts pour que ce soit eux qui assument finalement la maintenance et l'entretien et l'animation de ces plazas, et c'est comme ça qu'ils en ont fait 58. Et si on laissait la ville faire uniquement avec ses propres moyens et sans que les gens soient impliqués, je prends le cas de Vienne par exemple qui met à disposition 5 000 € pour tout projet que la population, c'est différent du budget participatif, c'est vraiment des projets informels, la population peut à tout moment demander ces 5 000 € pour faire des initiatives sur leur rue. Et c'est ce type de choses dont on a besoin. Si je prends le cas des ruelles vertes à Montréal, c'est carrément gratuit, il n'y a pas de participation de la ville, ils viennent juste ouvrir des asphaltés, et pour le reste, c'est tous les gens qui s'occupent. Mais c'est en effet, de mon point de vue, là qu'on gagnera en massification, c'est en donnant vraiment un empowerment aux gens eux-mêmes, aux citoyens eux-mêmes, pour qu'ils puissent agir. Et c'est comme ça qu'on arriverait en effet à vraiment massifier les mesures pour qu'on puisse atteindre en une mandature des résultats, parce qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de se dire qu'on a encore 50 ans devant nous pour changer les comportements. C'est une bonne conclusion. On n'a plus le temps pour agir. On peut les applaudir à nouveau. Merci. Merci à vous tous et à vous tous. Merci à tous les quatre pour vos interventions. Merci pour la concision de vos questions. Vous m'avez réconcilié avec les questions de la salle. J'avais eu des expériences douloureuses récemment, comme quoi il faut toujours persévérer. J'invite à nous rejoindre sur scène François Favier, enseignant-chercheur en STAPS à Montpellier, qui est là-bas. Bonsoir François, pour quelques mots de conclusion. Tout à fait, bonsoir. Déjà merci à tous pour la richesse de ces échanges et de ces regards croisés sur les déplacements, sur l'activité physique. Merci aussi aux personnes qui ont rajouté quelques pas à leur journée et qui sont venues écouter cette conférence. La conclusion, c'est, pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le verre à moitié vide, on va dire. On sait, on ne bouge pas assez. On le sait, malgré tout, on ne le fait pas. Moi y compris. Et c'était un petit peu le sens des échanges ici. Donc voilà, il faudrait faire mieux. Ça, c'est le verre à moitié vide. Maintenant, ce que j'ai envie de retenir de ce soir, c'est de voir le verre à moitié plein et de voir que finalement, on a plein de petits leviers, plein de possibilités de rajouter un petit peu de l'activité physique dans nos vies, à différents moments de la journée, que ce soit dans les transports, que ce soit sur notre lieu de travail. Il y a plein de possibilités et je pense qu'il faut garder ça en tête avec aussi une idée de... Il ne s'agit pas de vouloir devenir marathonien tout de suite à tout prix, il faut être très progressif, il ne faut pas se mettre des objectifs trop ambitieux, c'est petit à petit qu'on peut ajouter comme ça pour être mieux, pour se sentir mieux. Voilà. Donc c'était un petit peu le mot que je voulais partager avec vous, et donc de penser, de profiter des quelques pas qui vont vous permettre de sortir du quorum et de terminer votre soirée en mouvement. Merci à tous.